Bonjour à tous, on est ici la team avec Seb, Benja et moi-même, Jonas. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, je trouve, et parce qu'on a eu pas mal de petites pas soucis, mais des petites choses, des infos, etc., des remarques, etc. Au niveau du bas du dos. Après, je pense que personnellement, moi, j'ai eu des gros douleurs de dos aussi depuis très longtemps. J'ai plus mal maintenant, mais j'ai passé quand même un an et demi à avoir des petits soucis, que chaque mouvement me faisait mal, etc. Alors, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu des petits soucis au niveau du dos, etc. Souci réel, non. Mais j'ai eu des spasmes il y a une dizaine d'années qui étaient vraiment très très forts et je dormais pendant 3 heures après ces spasmes, mais rien de structurel. Ok. Et toi, Benja? Pareil, donc rien de structurel. Par contre, je me suis quand même bloqué deux, trois fois bien le dos sur des deadlifts quand j'ai commencé le CrossFit, donc il y a à peu près 8 9 ans, ouais, à peu près. Et là, depuis que j'ai fait Strong Fit, donc vraiment travail notamment de sandbag, d'activation des obliques, etc., mais on va en parler. Ouais. En fait, plus rien du tout. Alors, ça m'arrive d'avoir un peu des courbatures, etc. Là, récemment, j'ai un petit truc au niveau des talons qui remonte un petit peu, qui vient un petit peu dans le lombaire, mais plus à droite, donc sacro-iliaque, un truc comme ça. Je suspecte que c'est parce que j'ai couru beaucoup, alors que ça fait longtemps que j'ai plus couru, et surtout avec des mauvaises chaussures une fois. Ouais, ouais. Donc, tout ça pour dire que ça peut être aussi un petit peu sporadique, mais des grosses douleurs ou vraiment des grosses problématiques liées à ça, franchement, non. Touchant du bois, non. Ok. Si. Quand je dis pas de douleur, il y a une nuance à apporter aussi parce que justement, comme on en parlait avant, d'octobre à mi-décembre, plus ou moins, j'étais dans une période un peu plus stressante. Je ne pouvais pas faire de deadlift. Quasiment, je savais que si je faisais un deadlift, directement, je me bloquais au niveau du dos. Donc, c'était une contracture, c'est rien de. Mais c'est quelque chose qui ne s'engageait pas, qui aurait dû s'engager, mais c'était clairement lié au stress. J'ai eu cette période qui est passée à un certain moment, enfin, après le 15 décembre. Et là, je pouvais faire des deadlifts, justement, comme je disais de nouveau avant. Donc, j'ai pratiquement pas fait de deadlift pendant 3 mois et j'ai directement fait entre Noël et Nouvel An l'Irontlon. L'Irontlon, c'est de 20 à 1, donc c'est 20, 19, 18, 17, 19, de deadlift à 1,5 fois poids de corps, du bench et des squats clean. Mais j'ai fait des squats clean au sandbag. Donc, il y a la charge des deadlifts et il y a la charge des squats clean sur le dos et j'ai pas eu une seule courbature après, mais strictement rien. Ouais, donc la composante émotionnelle et surtout stress est quand même énorme dans ce genre de Chez moi. douleur, de problématiques chez toi. Ouais, chez Ouais. toi. Bah, chez moi aussi, pour être honnête avec toi. Et toi, Jo? Ok. Moi, je pense que c'était plus un problème de patron de mouvement, pas engager correctement les fessiers, zéro sur les ischios aussi, zéro, zéro. Et en fait, je compensais tout avec mes lombaires, je faisais tout avec mes lombaires. Et mais même au niveau de faire du rameur, j'avais mal au dos, même en tirant super bas. La résistance était super basse, j'avais mal au dos. En fait, il y avait un moment, tout exercice me faisait mal le dos. Et ça m'est arrivé avec un deadlift, mais au final, c'était un peu l'accumulation de tout, etc. Mais surtout, c'est qu'en fait, je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je devais sentir dans des mouvements, etc. Et en fait, tout était compensé avec les lombaires. Tout, 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 tout. Chaque fois, même par exemple, quand on saute en parachute, etc., à l'armée, souvent, en fait, on doit porter notre sac et on porte notre parachute qui est plus ou moins 10 kilos, ouais, 5, entre 5 et 10 kilos, je ne sais plus très bien. On le met ici et je crevais de douleur de fond d'un marché de 300, 400, 1 km, ça dépend un peu de la distance des endroits. Et j'avais des douleurs de dos incroyables. Après, de me renforcer, etc., j'étais super content parce que même dans des cas comme ça où ta position est dégueulasse, etc., j'avais plus rien au niveau du dos. C'était vraiment grâce au renfort et surtout à avoir un nouveau patron de mouvement correct, etc. Ça m'avait vraiment aidé énormément. Alors, si je comprends bien avec votre deux cas, ça pourrait être deux soucis différents. Ça peut être plus un problème de patron de mouvement. En fait, je fais un mouvement qui n'est pas, on n'engage pas en fait les bons muscles. On est en train de travailler avec des autres qui ne devraient pas. Souvent, c'est une hyperextension au niveau lombaire, en fait, et pas une flexion au niveau de la hanche, ou des fessiers, etc. Ou alors plus émotionnel. C'est ça? Pour vous, vous direz ça? Ben, ça peut être des problèmes d'activation, ça peut être des problèmes de pattern de mouvement, justement. Donc ici, on parle du hinge, ou en français charnière. Et alors, l'émotionnel, ça, c'est vraiment on le sent ou on le sent pas.
Parce que même la manière dont on va faire le mouvement, dont on va inspirer, on va respirer, va changer déjà notre approche du mouvement. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette théorie, où, et ça m'amuse beaucoup, c'est la capacité de, par exemple, je dis souvent qu'il faut être capable de porter 70% de sa charge sans échauffement. Et que si on s'échauffe plus que 15 minutes pour quelque chose, pour un mouvement, c'est que c'est pathologique. Et donc, le petit jeu, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas l'intégration, système, enfin, il y a un nom spécifique. Je ne sais plus trop. Mais en gros, c'est quasiment aller chercher le poids le plus proche possible de ta RM sans échauffement. C'est risqué, mais il faut le sentir, il faut apprendre à sentir, il faut être connecté vraiment à son corps, aux respirations, etc. Mais c'est un truc, par exemple, je sais, à part dans le squat, parce que j'ai le truc à la hanche qui me bloque et c'est lié justement au même problème. Mais sur un deadlift ou n'importe quoi, je sais faire un deadlift à 80% même de ma RM sans aucune frayeur. On peut la mettre et je suis prêt directement. Et j'ai ce sentiment-là pour beaucoup de mouvements, sauf pour le squat. Et donc, j'ai un truc une petite sécurité à mettre. Et bien donc, pour revenir à ta question, il y a le pattern, tout ce qui est activation dans le pattern. Parce qu'il y a aussi la manière dont une charge externe ne se soulève pas de la même manière qu'un mouvement poids de corps. Ouais. On peut travailler avec des mêmes muscles sur un mouvement pour un pattern différent pour moi. Ouais. J'ai dit quoi là? On peut travailler avec des muscles différents pour un même pattern de mouvement. Ouais, c'est mieux. Donc il y a tous ces paramètres. Chemins, ouais. Il y en a encore plus, oui, mais c'est les 3 principaux pour moi ici que j'ai à l'esprit. Okay. Pour toi, Benja, aussi, tu vois aussi les 3? Ouais, pour moi, il y a vraiment une compréhension, mais effectivement, muscle quality et muscle quantity. Il y a vraiment une différence à aller chercher. C'est marrant parce que j'en ai parlé la semaine dernière à la coaching school. Donc, pour moi, la différence, c'est est-ce que tu es capable d'aller chercher de la muscle quality? Est-ce que tu es capable d'aller chercher de la connexion? Est-ce que tu es capable d'aller chercher de la muscle quantity, du coup? Et là, la quantité, c'est plutôt est-ce que tu es capable d'engager? Donc, je prenais l'exemple du biceps curl, parce que ça parle beaucoup. Je ne sens pas du tout mon biceps, mais on est tous d'accord sur le fait qu'on engage le muscle, parce que si le muscle n'était pas engagé, il ne montrait pas en fait le poids. Et donc, ça, c'est la muscle quantity, donc la capacité d'engagement. Et en fait, si moi, après, je te dis, est-ce que tu sens ton bras, tu sens ton biceps, tu me dis oui, là, ça veut dire que tu as une muscle quality, tu es en capacité de connexion. C'est ma définition, ce n'est pas forcément la vraie et l'unique, mais c'est comme ça que je fais la différenciation. Et je pense en fait que énormément de personnes qui ont mal au dos sont en capacité d'engager, mais ne sont pas en capacité de ressentir. Et c'est là où, en fait, d'un point de vue, là, si je prends que le physiologique et le pattern du mouvement, on va essayer d'aller chercher un pivot, on va essayer d'enlever un maximum d'amnésie des fessiers. Donc, est-ce que tu as le pied plat? Est-ce que tu es en capacité d'aller chercher un maximum de ressenti dans le pied? Donc, déjà, rien qu'à tes appuis. Est-ce que tu es en capacité de sentir tes grands fessiers? Est-ce que tu es en capacité d'engager tes obliques? Il y a beaucoup de choses, en fait. Mais déjà, si tu n'es pas en capacité d'avoir des appuis fixes et solides, de ressentir en tant que connexion, et en plus de ça, je vais rajouter la respiration. Donc, d'être dans une respiration qui va t'amener un système nerveux intéressant, ça va être compliqué. Aujourd'hui, il y a eu un des élèves de la coaching school qui a fait son premier WOD, je le félicite d'ailleurs, et ça s'est bien passé. Et moi, un des plus gros travaux que j'ai essayé de lui expliquer, c'est en fait, là, toi, il faut que tu redescendes et t'es coaché aussi. Parce que le WOD, c'était 10 minutes on, 1 minute off pendant 4 rounds qu'à l'atelier. Donc, c'était quand même quelque chose où on voulait plutôt du flow. Ça tapait, mais il y avait un moment où il fallait quand même respirer, hein, on s'entend. Okay, c'était pas 40 minutes où tu courais non-stop. Et en fait, je lui ai vraiment dit, OK, utilise beaucoup plus la respiration. Essaye de leur faire comprendre. Et il y avait justement des ateliers où c'était sandbag, bear, hug, carry, où ils tenaient comme ça pendant 10 minutes. Et à chaque fois qu'ils breakaient, il y avait un petit travail. J'ai remarqué, on en a parlé, qu'il y en avait beaucoup qui marchaient au lieu de rester sur place parce qu'en fait, ils compensaient. Ou ils décompensaient. Ça, c'est encore une autre discussion. Mais dans l'idée, le fait juste de dire, OK, vous respirez, vous restez ancré, vous restez connecté. J'en ai vu aussi qui commençaient à discuter les uns avec les autres pour essayer de sortir d'eux-mêmes. Vous voyez? Donc, pour moi, en fait, je suis 100% d'accord avec ce que Seb dit. Mais comme on vient de le dire, c'est non exhaustif, quoi. Là, c'est mes variables à moi. C'est ce que moi, j'essaie de regarder. Lui, il a des variables qui sont encore un petit peu différentes, mais peut-être qu'il va plus loin que moi dans certaines variables et on s'en fout. Parce que l'idée, c'est surtout de comprendre comment tu fonctionnes et par rapport à ça, éviter les douleurs. Parce que c'est ce que je dis toujours. L'effort, c'est OK. La douleur, c'est pas OK. La tension, c'est OK. La douleur, c'est pas OK. C'est quoi la différence entre les deux?
ça on peut en discuter aussi, quoi. Mais vraiment, ça pour moi, c'est important de ne pas faire trop, et on le voit beaucoup dans tout ce qui est scientifique là pour le moment, c'est de faire de la ségrégation d'informations. On en parlait l'autre fois. Quand, comme par hasard, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, qui ne font que corréler ce qui était censé être corrélé. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, on part avec un biais, comme on en parlait l'autre fois, qui est qu'ils veulent que ça réussisse. Donc, à partir du moment où tu veux que ça réussisse, tu vas tout faire un peu pour que ça réussisse. Et c'est OK, mais partez quand même du principe qu'il y a un biais. Donc, enfin, je pars dans tous les sens, mais c'est là où je veux en venir, c'est que si vous partez du principe que vous allez avoir mal au dos sur un exercice, c'est exactement comme avec l'expérience qu'on vient de citer là, il y a quand même beaucoup de chances que le mal de dos, il naisse en fait. Et après, bon, il y a l'expérience du coach, il y a la confiance que vous avez en lui, il y a la capacité de connexion avec vous-même, et puis ça, tout ce que je viens de dire, quoi, votre capacité à rester dans le bon système nerveux et tout ça, tout ça. Oui, par exemple, moi, ce que j'essaie de. Les gens qui, par exemple, ont un peu mal au dos, quand ils font un exercice, etc., j'essaie justement de dire là, tu ne dois pas te concentrer justement où tu ne veux pas le sentir. Tu dois essayer de te concentrer justement où tu veux le sentir. Par exemple, si tu veux sentir tes fesses parce que tu n'arrives pas encore à connecter avec, tu ne dois pas commencer à dire je ne peux pas avoir mal au dos, je ne peux pas avoir mal au dos. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est envoyer tout l'info au bas du dos. Mais c'est comme les voitures. Quand tu veux, tu dois pas regarder l'obstacle, tu dois regarder là où tu vas passer. Oui. Et quand tu es à la moto, tu ne dois pas regarder le sol, sinon tu vas vers le... Pas bonne idée. Voilà, j'essaie de dire, voilà, focalise-toi sur ce que tu veux ressentir et pas sur ce que tu veux pas. Positif. Ouais, plus dans le côté positif. Et alors, pour prendre votre 3 piliers que vous venez de dire, on va dire patron de mouvement, émotionnel. Et le troisième, dans le patron de mouvement, on pourrait dire tension, plus engagement musculaire ou pas, etc. Ouais. Moi, je fais une distinction justement parce que tu vois, poids de corps ou charge externe, tu pourrais partir sur c'est le même pattern, mais c'est pas forcément le même. Tu peux partir sur. Alors, c'est patron de mouvement, tension musculaire, engagement musculaire, tension, activation, c'est la même chose. Et émotion. C'est un peu c'est le petit sommet de la pyramide, on va dire, c'est l'émotion. C'est celui qu'on regarde pas en dernier, mais qui a. Ouais. Si maintenant on prend par exemple, on va commencer par le premier, patron de mouvement. Quelle solution vous donnerez à quelqu'un qui nous écoute, il dit ok, je veux savoir si c'est le patron de mouvement Brol. Est-ce que vous avez des petits trucs? Sinon, je peux le dire pour moi-même. Mais déjà, on va regarder s'il y a un problème. On part de l'idée qu'il n'y a pas de problème structurel. Ouais. Donc la colonne est intacte, il n'y a pas de problème de. Par exemple, le truc typique qu'on entend aussi, il y a une personne sur 2 qui a une hernie discale qui ne sait pas. Donc elles ont pas mal. Mais parfois, elles commencent à avoir des douleurs de dos et le diagnostic est justement qu'il y a une hernie, mais l'hernie est souvent là depuis déjà avant. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, il n'y a pas de problème structurel. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est ça la question. Hein. C'est le patron de mouvement. Ouais, le patron de mouvement. Et moi, ce que je fais en général, c'est aller chercher les obliques dans le pattern de mouvement en priorité parce que les obliques empêchent l'extension de la colonne. Okay. Et donc, c'est le tout premier truc. Et en général, j'utilise les sandbags parce que c'est beaucoup plus facile. Okay, ouais. De mettre cette tension au bon endroit, simplement. Est-ce que, par exemple, pour toi, un mauvais pattern de hinge, c'est souvent le souci en fait, qu'il y a une flexion, extension de la niveau lombaire? C'est ça le plus gros problème normalement? C'est 80% du temps, c'est flexion, extension au niveau lombaire. Oui. Et après, il y a les fessiers qui ne sont pas actifs, il y a tous ces paramètres-là. Hein, mais dans tout ce que je vois ici, c'est 80% du temps. C'est en gros, ils font la charnière au niveau lombaire et pas la charnière au niveau. Mais après, c'est parce que justement, leurs fessiers sont trop courts, ils sont engagés, mais ils restent dans une position plus haute, plus courte, et donc ils compensent avec les lombaires. C'est la même chose. Parfait. Toi, Benja, tu es bon pour toi aussi, ça? Ouais, c'est super bien. Un truc que je vois beaucoup aussi, si on parle de pattern, il y a aussi la manière dont le mouvement va être fait. C'est pas forcément le premier truc que je vais regarder, je suis plutôt comme toi d'un point de vue structurel. Mais par exemple, essaye d'avoir une bonne charnière, un bon pivot, en gardant les jambes tendues. Et en fait, ça va être très compliqué. Et en fait, on se rend compte aussi que des fois, les gens, ça peut être proprioceptif. Ça peut être aussi le fait qu'ils n'aient pas compris la bonne manière de bouger. En tout cas, la bonne manière de bouger selon nous, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de bouger. Il y a juste des manières de bouger qu'on assume ou qu'on n'assume pas parce qu'on n'a pas la capacité structurelle de le faire. Et donc, typiquement, ce matin, il y avait du travail de ski où c'était 1 minute à fond, 1 minute calme, 1 minute à fond, 1 minute calme. Et c'est très drôle parce que j'ai vu beaucoup de gens garder les jambes tendues sur la minute calme.
Et tu vois, vraiment ne plus se permettre, entre guillemets, d'aller chercher ce pivot de squat, entre guillemets, hein, quand tu vas chercher ton ski, quoi. Tu vois. Et pour moi, c'est pas forcément une erreur parce que bon, c'était juste mettre dans cette optique-là, ok, dans ce contexte-là, il voulait simplement mettre une intensité qui était moindre. Mais j'ai vu qui était meilleur en deadlift ou pas, en fait, parce que forcément, je connaissais les adhérents. Donc je me dis, tiens, elle a plus de mal en deadlift, bah là, elle a les jambes tendues et c'est comme ça qu'elle récupère. Donc je pense qu'il y a aussi, en plus, je fais que rajouter quelque chose parce que j'aurais dit 95% pareil que Seb. Mais ici, par contre, se rendre compte un peu de comment les gens bougent, donc vraiment dans cette idée de pattern, de manière de se mouvoir, ça peut être quand même intéressant. Donc avoir simplement ce petit côté, de mon point de vue dans le pivot, déverrouiller les genoux, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Ce qui permet de, en fait, sortir un peu plus vite des lombaires et aussi, en général, de rajouter un peu de sensation au niveau des obliques, quoi, dans un premier temps. Ok, parfait. Et au niveau, si maintenant on va plus sur un mauvais engagement ou manque d'engagement, etc., est-ce que vous avez des exercices? Là, en tête, j'ai 10 000 deadlifts par exemple, mais est-ce que vous avez des exercices, etc., qui pourraient aider à essayer d'aller recruter les muscles? Déjà, avant tout, quels muscles travaillent? Par exemple, dans un pattern de deadlift, de hinge, quels muscles on devrait travailler? Qu'est-ce qu'on devrait sentir? Ben, ça dépend dans quelle amplitude du mouvement. Mais donc, moi, je pars toujours de muscle court égale muscle faible. Et donc, la priorité, ça va être de mettre les abdos en tension pour justement éviter la flexion de la colonne. Si le bas des abdos et les obliques sont engagés, je ne parle pas normalement, un transverse est censé s'engager automatiquement. Je crois que c'est 60 millisecondes avant un mouvement de bras et 100 millisecondes avant un mouvement du membre inférieur. On te fait confiance. Mais c'est possible que juste en ayant des vertèbres qui soient un petit peu tournées ou qui la cage thoracique, justement une scoliose, n'importe quoi, ça puisse pas mal changer. Et la manière dont se respire aussi dans les WOD peut influencer, je pense, à terme, certaines tensions. Donc ça va être mettre la tension sur le bas des abdos, sur les obliques, essayer de la garder. Il faut prendre suffisamment lourd pour pouvoir le faire. Et après, je vais essayer de remonter. Et ce qu'il y a, c'est que je vois souvent des gens qui ont facile à garder la tension dans les abdos. Enfin, facile. Ils arrivent à faire ça. C'est plus ou moins acquis. Et l'objectif, après, c'est de le faire en étant droit. Et ils ne savent plus le faire. Et donc là, ils commencent directement à partir dans les douleurs du bas du dos. Et ça, c'est un peu le challenge, là, c'est de savoir mettre suffisamment de tension dans les fessiers. Parce qu'en bas, il y a tension dans les abdos. Mais les fessiers peuvent être relâchés. On sent les ischios, on sent tout. Mais de nouveau, il n'y a pas autant de tension que quand on va le mettre au-dessus, parce que de nouveau, muscle court, muscle faible, etc. Donc les fessiers sont en position courte, et là, ils partent sur une douleur du dos, mais les abdos sont plus étendus aussi. Donc ça, c'est un peu la balance à trouver pour avoir les abdos qui soient suffisamment engagés en mettant les fessiers dans une position qui est plus favorable pour eux. Mais ça prend du temps. Il y a l'exercice de respiration à faire, il y a plein de trucs, il faut arriver à se connecter. Et justement, si on le fait sans respirer, on ne sait pas se connecter. Parce qu'au plus on fait ces mouvements-là sans respirer, au moins on va sentir. Là, si jamais on parle bien du 10 000 deadlift. Oui. Et donc, le 10 000 deadlift, ce que je vais faire, ce sera mon mouvement principal sur lequel je vais essayer de greffer tous ces trucs-là, mais je vais aller chercher en plus des activations spécifiques sur chaque muscle en plus, et je vais m'amuser à faire ça et travailler en chaîne de tension, en unité, et je vais essayer d'aller travailler sur le haut du corps pour aller chercher les obliques aussi, et en disant que si j'ai 1 plus 2, je sais aller chercher 3. Donc le 1 scapulaire, on va dire, le 2, enfin 1 tronc, 2 le haut, et je vais aller plus facilement aller chercher le bas. Okay. Et tu travaillerais aussi un peu l'isolement musculaire de chaque muscle, par exemple essayer d'isoler les fessiers avec un exercice très spécifique, isolement par exemple des ischios avec un exercice très spécifique, pour après pouvoir mettre tout ça dans un mouvement plus complexe, on va dire. Oui, moi je fais ça, donc ça va être un peu d'exploration. Tous mes mouvements ne sont pas les mêmes en fonction de la journée. Il y a des trucs, je me dis, j'ai envie de faire ce mouvement-là aujourd'hui. Je teste, ça ne va pas, je vais tester d'autres choses jusqu'au moment où je trouve celui où je vais sentir. Donc je vais essayer de travailler sur la respiration un petit peu avant. Je vais faire ces choses-là et puis je vais essayer de l'intégrer dans le mouvement de base où je sais que j'ai déjà telle et telle sensation, mais je vais encore sentir ça en plus. Par exemple, ça pourrait être très bien l'exercice du bas des abdos où je vais le faire jusqu'à sentir, je vais me cramer vraiment le plus possible en isolé, enfin, sur les abdos, et je vais l'intégrer, comme tu dis, dans le 10 000 après. Parfait. Quelque chose à rajouter, toi, Benja, pour le côté activation?
Moi, j'aime bien Ou commencer une par. autre approche? Ouais, moi, j'aime bien commencer par l'oblique opener aussi, pour le coup. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, en dessous du nombril, on vient chercher à mettre une petite charge. J'aime bien essayer de diminuer le plus de variables possible. Je remarque que plus les gens ont de possibilités de sortir d'eux-mêmes, plus ils les prennent. J'en ai cité, hein, notamment le fait de discuter, le fait de crier très fort. Moi, ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Le petit, Rah tu sais, on a JP, par exemple, qui aime Ouais. bien. Moi, ça me fait rire parce que je fais ça aussi. Donc, en fait, c'est une façon de s'exprimer, mais aussi de sortir de soi. Donc, en fait, c'est une soupape et c'est une fuite qui ne dure que quelques secondes, mais c'est une petite fuite avant de revenir. Et j'assiste, hein, je le fais aussi. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur moi-même beaucoup. Donc, moi, j'essaie de diminuer un maximum de variables. Donc, de me dire, OK, on est au sol. Est-ce que tu arrives à aller chercher ton holo, entre guillemets? Est-ce que tu arrives à aller chercher tes obliques, qui sont, de mon point de vue, tout à fait liés aux transverses aussi. Donc, vraiment, on part du principe que tout ça travaille en même temps. Pareil, bah oui, j'ai du mal à aller chercher la rétroversion du bassin. OK, ben, tu es au sol. C'est peut-être le moment où on peut aller travailler ça. Donc, vraiment, essayer de diminuer un max les variables. Une fois que moi, j'arrive à connecter, donc ça, c'est ma première chose, c'est mobiliser. Donc là, j'essaye de mobiliser, c'est d'aller bouger avec ça. Donc par exemple, je peux faire un walking oblique opener. Donc là, je prends une dumbbell, par exemple, je vais chercher la même chose, mais là, on est sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Est-ce que en ajoutant du dynamique, est-ce que j'arrive à rester engagé? Parce que je ne sais pas si vous, ça vous arrive régulièrement, mais moi, ça m'arrive quand même régulièrement, d'arriver à engager dans un exercice de muscu quelqu'un sans aucun problème, puis tu lui mets une intensité dans un workout et il est il est complètement. Maintenant, on s'entend, l'intensité augmente, la connexion diminue, la technique aussi, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire, ok, attention là, ton dos, ah oui, et que la personne soit en capacité de revenir dans le bon système nerveux, dans la bonne intensité. Donc j'avoue que moi, je suis quand même un énervé. D'ailleurs, 99% de mes, parce que vous me voyez aussi faire ça, de mes personal training, j'ai un échauffement qui est très similaire chez quasiment tout le monde, parce qu'en fait, il me sert à deux choses, voir l'état de leur système nerveux et voir leur capacité de connexion. Donc, en fait, peu importe ce que tu vas faire avec moi, tu ne vais pas dire que tu as, t'as le même truc, mais tu as le même objectif à chaque fois. Comment tu te sens? Comment tu arrives à connecter? Donc, moi, la première étape, c'est connecter par rapport à ce que je viens de vous dire. La deuxième, c'est mobiliser aussi par la suite, donc dynamiser le mouvement qui était plutôt en isométrique en quelque chose d'un petit peu plus stable, quoi. Je vais dire ça, je le dynamise. Et la troisième, c'est le renforcement. Donc c'est connexion, mobilisation, renforcement. Et là, par contre, on va commencer à changer l'objet, on va commencer à bouger. Et là, typiquement, je ferai 400 mètres sandbag carry. Où ici, on a un beau 250 mètres qui est très sexy parce que c'est le tour de la salle. Eh ben, viens, on va faire, à chaque fois que tu arrives à la salle, tu prends un 50, 60, 70% poids du corps, je sais pas, donc quelque chose quand même d'a priori assez lourd. Et tu fais une fois 250 mètres de sandbag carry. J'ai pas dit unbroken, hein. Par contre, ça ne doit pas non plus être oh mon Dieu, je vais mourir. Donc, moi, c'est ce que je fais connexion, mobilisation, renforcement, et j'irai là-dessus. Mais au final, si vous écoutez bien, vous avez lu entre les lignes, j'ai la même approche que Seb et Jonas. Enfin, Jonas n'a pas encore tout dit, mais Seb, pardon, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est exactement la même chose. Sauf que je donne encore un petit peu plus d'eau à boire, quoi, si les gens ont encore un petit peu soif. Mais voilà, ça, c'est le jeu. Voilà comment je Excellent. vois le truc. Excellent. Moi, perso, ce qui m'a aidé beaucoup pour mes douleurs à moi, j'ai dû, mais ça enchaîne beaucoup avec ce que tu as dit, j'ai dû diminuer beaucoup les intensités dans des exercices spécifiques qui me faisaient mal. J'ai dû, mais déjà, deadlift, j'ai essayé de vraiment travailler beaucoup plus doucement. En fait, j'ai travaillé vraiment presque en tempo au début. Ça m'a aidé beaucoup de prendre les choses. En fait, déjà, ça a été une grosse claque parce que j'allais toujours à fond. C'était genre le plus vite gagne, tu vois, c'était vraiment dans ce sens-là. Et là, en fait, c'était genre, non, là, totalement à l'envers. En fait, je m'en fous complètement du score. Là, je prends vraiment soin de moi. J'essaie de vraiment dire, je veux sentir mes fesses, je veux sentir mes ischios parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai passé des années à faire des exercices sans en fait ressentir jamais. Est-ce que ça travaillait pas? Sûrement, ça travaillait, mais c'était pas de la bonne qualité de mouvement. Et surtout, à quel prix? À quel prix? Alors moi, ça m'a aidé beaucoup, c'est le renfort à côté, la connexion avec l'exercice, mais en tempo. Ça m'a vraiment aidé de vraiment tenir même des positions en isométrique, tenir des positions, la barre, le disque qui sont presque au sol, mais la tenir là, tu vois, tout ce côté-là qui m'obligeait au final à avoir les obliques bien engagés, à ressentir les fesses et les ischios. Ça m'a aidé beaucoup et travailler beaucoup avec les sandbags. Ça, c'est clair que moi, ça, personnellement, ça m'a aidé pas mal. Je sais pas si... Ouais. Ouais. Mais c'est un autre truc, hein. Mais par exemple, mon petit jeu pour le moment, c'est de trouver une dizaine de mouvements qui me permettent de tout travailler, de tout sentir et d'évoluer.
Et ce qui est assez marrant, j'ai fait les What des Open donc, cette année. Je n'ai pas fait de chest to bar pull-up depuis 1 an, je pense. De bar muscle-up, je crois que j'en ai fait peut-être 20 sur 1 an. Pas en un coup, pas à une main non plus. Et enfin, il y a des trucs que je n'ai pas fait, mais j'ai juste fait des montées de cordes avec une intention derrière d'arriver à connecter les muscles que je voulais dans ces mouvements-là. Et je m'aperçois en fait que j'ai bien sûr régressé en résistance, en certains trucs comme ça, parce que j'ai pas fait ça du tout. J'avais vraiment notre objectif. Mais les résultats sont hyper positifs. En fait, j'ai fait ça que pour le haut du corps, parce que pour le bas du corps, c'est encore une autre histoire. Mais j'ai vraiment, pour moi, si on arrive à créer des tensions dans un mouvement, on améliore tout. Totalement. Et ça va un peu dans la contradiction du CrossFit de devoir, où on doit cocher toutes les cases des mouvements qu'on a à faire pour pouvoir être en compétition. C'est des skills à acquérir, ça c'est autre chose. Mais une fois qu'on les a débloqués, en réfléchissant bien, en créant de l'attention dans des amplitudes de mouvement, on a tout. Totalement. Mais moi, avant, je voyais les mouvements comme un mouvement. Maintenant, en fait, je pense des mouvements. Je pense quels muscles travaillent. Tu vois, quels muscles sont en train de travailler, quelles tensions sont en train de travailler. Pour les coachs, ça aide énormément à faire du scaling très facilement. À fond. Ouais. Ok, je sais que le deadlift, c'est ce muscle-là, ça et ça. Ok, je vais chercher un autre exercice qui me permet de travailler un de ces 3-là. Ou les 3, ou les 2. Ça, pour scaler, c'est super simple. Pour nous-mêmes, c'est simple aussi de dire, OK, je ne suis pas obligé en fait, à faire tous les 3 jours du deadlift. En fait, je peux faire des exercices un peu plus différents, qui au final, la tension est la même. Et en fait, c'est transférable. Même, on peut aller au point que maintenant, même le rameur, c'est légèrement transférable à mon deadlift parce que je vais essayer de vraiment avoir un bon patron de mouvement qu'au final, c'est presque un deadlift. Et au final, c'est transférable. Je sens mes ischios beaucoup plus depuis que je rame, comme tu m'as dit. Ouais. Parce que moi, j'ai des blocages un peu au niveau des chevilles. Et donc, Jonas m'a dit simplement, écoute, ça va être bizarre parce que ça fait des années que je rame comme ça. Il m'a dit, essaye de garder le talon au sol, donc arrête de lever, enfin, rester sur la pointe de pied, quoi. Essaye de garder vraiment la totalité de la surface du pied dans ton rameur. Et en fait, je me suis rendu compte que mes ischios étaient en train de gonfler, quoi. Parce que j'ai bouffé beaucoup de rameurs aussi la semaine dernière. Mais effectivement, c'est vrai que maintenant, je me dis, putain, au niveau de ma tension musculaire, c'est super intéressant. Et je sens qu'il va y avoir des choses sympas au niveau de mes deadlifts. Ouais. Après, on peut soulever un petit peu. Hein. Oui, il ne faut pas les garder truc. Mais c'était parce que toi, tu étais vraiment beaucoup trop sur j'ai zéro mobilité de cheville, en fait, en ayant fait les 2 ligaments croisés. Mon corps s'est dit, on va protéger Benja en bloquant les chevilles. Quoi. Et le plus gros erreur qu'il y a, je trouve, au rameur, c'est le siège qui arrive presque jusqu'à la cheville. Le siège qui arrive et en fait on est. Il y a zéro, j'abuse, mais il y a vraiment quasiment pas de chaîne poste. Et depuis que moi j'ai compris ça, en me faisant coacher par toi / vous, par rapport à la chaîne poste là, en fait c'est bizarre parce que ça change beaucoup de ma technique. Mais par contre, là on est dans le sujet tension musculaire. Merci quoi. Et vraiment merci. Transférable. Mais de fou. Parce que sans devoir faire du deadlift, sans faire de l'haltéro, en fait, tu es quand même en train de travailler des tensions. Ça veut dire que c'est des muscles que tu vas utiliser dans un autre moment. Et ça, c'est assez intéressant. Mais c'est comme dans le squat, quand tu fais une RM, les gens qui. Donc on squatte, on remonte normalement avec les épaules plus ou moins à la même vitesse que les hanches. Ouais. Et ceux qui vont monter les fesses en premier, c'est pour aller rechercher la tension dans la chaîne postérieure. Parce qu'elle était désengagée. Ouais. Et ça arrive souvent, ça arrive toujours près d'une RM. Hein, je vais pas dire, c'est normal. Même parce que ça, c'est aussi un truc. Tout le monde regarde les PR en haltéro. Mais une PR en haltéro, ça reste une PR pour le mec aussi. Et donc, techniquement, c'est pas une référence. La référence, c'est dans son entraînement. C'est ce qu'il fait dans son entraînement qui fait qu'il évolue. Et c'est pas sa RM le jour où il est passé aux Jeux Olympiques ou n'importe quoi. Et donc, son mouvement n'est pas tout à fait le même. C'est intéressant. Excellent. Là, alors, je pense que là, on a quand même donné déjà 2 bons outils. Si c'est plus un problème de pattern de mouvement ou plus un problème de tension. De connexion, tension. Tension, etc. Maintenant, on peut parler un petit peu de ce côté émotionnel. Côté émotionnel, est-ce que pour vous, c'est plus quelque chose qui s'est passé et qu'on a gardé, etc. C'est plus, en fait, on est un peu plus stressé et en fait, la douleur va aller plus, il va se focaliser, pas se focaliser, mais il va aller vers des zones spécifiques. Voilà, moi, je ne connais pas du tout de trucs émotionnels, alors je voudrais apprendre. Déjà, j'ai envie de faire le distinguo entre le stress et l'anxiété. Pour moi, le stress n'est pas forcément négatif. C'est quelque chose d'extrêmement aigu sur un certain moment et qui va te permettre vraiment d'envoyer un maximum.
Donc, par exemple, j'arrive devant le tableau, je suis stressé, c'est mon premier cours. Clin d'œil à Mika. Pour moi, c'est quelque chose de positif, en fait, parce que tu peux pas vivre dans un monde sans stress. Vivre dans un monde sans stress, c'est pour moi te rendre fragile ou faible. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, une vie sans stress. À part si tu es 100% en contrôle de tout. Et si tu es 100% en contrôle de tout, spoil alerte, le jour, et ça arrivera, où tu seras plus en contrôle de tout, tu vas péter un plomb. Mais vraiment, tu vas péter un plomb. Et je l'ai déjà vu. Donc pour moi, il faut vraiment faire le distinguo. Le stress, c'est aigu et c'est vraiment utile. L'anxiété, c'est la peur de quelque chose qui va se passer. Pas qui est en train de se passer, qui va se passer. Donc il y a aussi une temporalité à prendre en compte. Okay, on est rarement anxieux de quelque chose qui s'est déjà passé. Ça peut arriver, mais pour moi, c'est plus sur quelque chose qui va se passer. Ou même pire, quelque chose qu'on pense qui va se passer, parce que c'est une perception. De ce que je vois au niveau émotionnel, c'est très fortement lié au style de vie. Donc, est-ce que tu es bien dans ton travail? Est-ce que tu es bien dans tes amitiés? Est-ce que tu es bien dans tes amours? Est-ce que tu es bien dans ta vie? Est-ce que tu es la personne que tu as envie d'être? Et pour moi, les douleurs, notamment lombaires, etc., il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de « non, je suis fort, je suis forte, je suis résilient, je suis résiliente, non, je continue, je continue, je continue ». Et en fait, il faut bien se rendre compte, et pour moi, il y a des tensions dans la nuque aussi, qui sont beaucoup là-dedans, même si là, on est plutôt sur des tensions qui sont ici et un peu moins dans le dos, mais souvent corrélées, parce que tu viens chercher ici, puis tu viens chercher là. En gros, hein, on est sur quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment un gros distinguo à faire de « ok, est-ce que je porte le monde ou est-ce que j'essaye de me renforcer assez fort pour pouvoir le mettre de côté de temps en temps, quoi ?» Et donc, si dans ta tête, tu es tout le temps en train de porter le monde, tu es tout le temps en train d'être le pilier. Moi, j'ai déjà discuté avec des clientes, parce que je coach plus de femmes que d'hommes, qui me disaient, moi, je ne peux pas pleurer, en fait. Mais je dis, mais pourquoi tu ne peux pas pleurer? Parce que c'est moi le pilier de la famille. Mais oui, d'accord, mais je veux dire, tu es un pilier. Moi, ma mère était le pilier de ma famille, clairement. Le jour où elle est décédée, on a fait comme on a pu, en fait. On a trouvé une solution. Et moi, je me suis un peu mis à la place du pilier. En tout cas, j'ai essayé. Mais j'ai eu aussi des tensions, comme par hasard, quoi. Et il y a un moment où juste, moi, je me suis dit, là, moi, je refuse. Je n'accepte plus d'avoir ça. Et là, ouais, moi, c'est la colère. Souvent, je passe par ça. Mais par contre, je vais essayer de mettre de la colère qui construit. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre de la colère plus dans mes workouts, etc. Et là, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, comme par hasard? Je suis en train d'apprendre à ne plus être en colère quand je m'entraîne. Et ça change ma vie, en fait, parce que ça me permet de m'entraîner plus, parce que je vais moins loin qu'avant dans l'effort, mais par contre, j'augmente mon volume général, ce qui fait que je suis en train de devenir plus fort dans des endroits où je l'étais moins. Donc, c'est beaucoup de choses à voir, mais le gros distinguo pour moi, c'est vraiment cette différence de stress-anxiété. Le stress n'est pas négatif, pour moi, en tout cas, encore une fois, par rapport à comment j'ai expliqué. L'anxiété, elle doit te permettre d'anticiper des choses, mais elle ne doit pas te cramer quand tu anticipes. Okay. J'avais dit vraiment avec une de mes clientes, j'avais dit voilà, tu déménages, oui. Et si jamais le camion il se perd, ouais, ça n'arrivera pas. Si jamais le camion il se perd, qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai le numéro de téléphone du gars, ok, super. Si jamais quand tu arrives là-bas, tu n'as pas la clé, ça n'arrivera pas. Non, 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 si jamais tu n'as pas la clé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, je peux faire ça. Et en fait, devinez quoi? Le camion s'est perdu. Et la clé, elle l'a perdue aussi. Et donc, en fait, elle m'a dit, c'est une dinguerie parce que ça m'aurait pris, à mon avis, 2-3 heures de redescendre, etc. Et là, comme on avait préparé ensemble, ça m'a pris 3-4 minutes pour gérer chacun des problèmes et ça a été. Donc, la douleur que vous avez souvent, et je vous le dis, c'est dans le dos, c'est souvent des émotions que vous n'exprimez / n'assumez pas. C'est souvent ça. C'est je suis en colère sur mon patron parce que c'est un gros veau et qu'il ne comprend rien à ce que je dis. Et à chaque fois qu'il voit, c'est ok, super. Non. Essaye de lui exprimer. Alors, le but, c'est pas de, je prends toujours cette image, mais de prendre le clavier et de lui éclater sur la tête, c'est pas le but, mais de lui dire, écoute, en fait, regarde, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je vous le dis, moi, des gens, j'ai cette fameuse phrase qui est instruis-les ou supporte-les. Et si tu ne les supportes pas parce qu'ils veulent pas s'instruire, tu pars, tu t'en éloignes. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. Mais encore une fois, c'est peut-être être égoïste, mais c'est penser à son propre bien-être. Après, il y a des gens qui vont écouter ce podcast, qui vont se dire « Ouais, mais moi, c'est mon compagnon, c'est ma compagne qui me met dans cette situation-là. » Il va falloir avoir une discussion qui est compliquée, en fait. Il faut s'exprimer. Parce que tout ce qui est compliqué vaut le coup. Et ça, pour moi, encore une fois, par rapport à cette notion vraiment d'émotionnel, les douleurs, c'est les émotions qui vont se placer dans des endroits. Et il y a un moment où on veut être antifragile. Ça veut dire qu'on veut se renforcer à travers les expériences, mais aussi le repos qu'on prend entre chaque expérience, parce que c'est l'antifragilité émotionnelle, c'est comme le musculaire. Ce n'est pas l'exercice que vous allez faire, c'est l'exercice que vous allez faire plus le temps de repos pour la reconstruction musculaire que vous allez vous donner, qui va être intéressant. Donc soyez antifragile d'un point de vue émotionnel.
Euh, Moi, je pars du principe, et je ne suis pas un expert du tout là-dedans, hein, de nouveau, mais il y a un peu plus les traumas émotionnels et tout ce qui est émotionnel de manière générale qui Jour à peut jour. jouer sur le jour à jour, on va dire, qui n'est pas encore stocké. Ouais. Et par exemple, une hanche bloquée, ça pourrait être un trauma émotionnel. On dit souvent que le psoas gauche, par exemple, c'est lié à tout ce qui est paternel, tout ce qui est droit, c'est lié à maternel. Enfin, il y a toute il y a emotional mapping. En général, le côté gauche, je pense que c'est un peu plus le côté paternel. Il y a un côté aussi, il y a une distinction aussi ego, super ego. Super ego, c'est tout ce qui est relatif à l'extérieur. Ego, c'est tout ce qui est relatif à soi. Je l'ai pas en tête. Mais... Et enfin, il y a toutes des cartes, il y a des personnes qui font ça très très bien. Mais en gros, donc, il y a cet aspect-là qui peut totalement désengager l'activation musculaire, qui peut bloquer une articulation, parce que le système nerveux est impacté par la respiration et une amplitude de mouvement peut être limitée en lien avec ces deux choses-là pour moi, très fortement. Et puis, tout ce qui est stress, anxiété, ça peut se stocker aussi, mais ça peut être beaucoup plus aigu, sans forcément se stocker justement. Et parce qu'on ne l'extériorise pas aussi. Même si on l'extériorise, parfois on change sa manière de respirer sans s'en rendre compte. Par exemple, j'ai souvent je respire et je dois expirer et inspirer. Enfin, j'ai un... Mais je crois que c'est acido-basique ou je ne sais pas tout quoi, ça c'est encore un autre truc. Mais c'est à voir de toute façon avec la régulation de la respiration. Et du coup, elle est impactée vu que c'est vraiment une chaîne respiration musculaire, système nerveux, système hormonal. Dans le dos, il y a aussi... Donc, quand le bas des abdos ne travaille pas, ou les obliques plutôt, on va facilement mettre sur le bas du dos. Il y a toute l'anxiété, mais il y a aussi énormément c'est tout ce qui est organe tendineux de Golgi qui informe de la douleur, et c'est la zone du corps où on a le plus. Il y a d'autres zones comme ça où on a des sensations de douleur, et c'est juste pour nous informer qu'il faut arrêter de faire le mouvement. Et c'est pas forcément parce que le bas du dos est problématique. Ça peut être une autre zone du corps, mais le signal du corps est là. Et ça, c'est à voir avec tout ce qui est organe tendineux de Golgi. J'ai envie de rajouter un truc aussi par rapport à la connexion. Souvent, en tout cas de mon point de vue, les gens qui ont du mal à connecter ont du mal à gérer leurs émotions et à les accepter aussi. Ok. Donc je remarque aussi que beaucoup de personnes qui ont du mal à connecter avec les muscles, certains ou beaucoup, tu vas leur dire tu sens là, non. Tu sens là, qu'est-ce que tu sens? Et en fait, ils ne sont pas connectés parce que si tu es au mauvais endroit au mauvais moment et ça fait 20 ans que tu es au mauvais endroit au mauvais moment, en fait, ça ne t'arrange pas d'être connecté. Et c'est ce que j'ai aussi dit récemment dans un autre podcast où je disais, en fait, pour moi, tu peux être aligné à partir de demain, mais je te pose la question, est-ce que c'est rentable pour toi d'être aligné à partir de demain? Et souvent, la réponse est non. Parce que quand tu as passé 20 ans à te créer un système et que tu te rends compte en te réveillant un jour parce que tu as pris une semaine de congé, parce que tu étais en burn-out et que ça n'allait pas du tout et qu'il y a un moment, c'est stop et que tu te rends compte que putain, je suis pas qui j'ai envie d'être et je suis pas où je veux être, en fait, il y a un moment où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait. Et souvent le corps, là, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre des signaux. Je dis toujours aux gens, ton corps, c'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, il va pas te dire ce que tu veux entendre. Il va te dire ce qu'il faut que tu entendes pour pouvoir avancer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'amitié et peut-être les émotions aussi. Ça peut être propre à des organes aussi, hein, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est. Il y a certains types de maladies justement qui sont dans la famille par rapport à la gestion des émotions. 100% d'accord. Excellent. Je pense qu'on a quand même touché les trois piliers pour des douleurs de dos, mais je pense que ça peut être aussi pour d'autres douleurs. Ouais. Par contre, si c'est un douleur plus d'un pattern de mouvement X, voilà, ça va changer. Mais en gros, on devrait, si on a des douleurs de dos, travailler, voir si c'est un problème de pattern, ou alors un problème d'engagement des tensions musculaires, ou alors pourquoi pas un problème plus émotionnel, on est dans un moment beaucoup de stress, etc., et on commence à avoir des douleurs, etc., à se poser des questions. Mais personnellement, quand je vois que je sais que j'ai un problème au niveau d'une articulation ou d'un muscle, et qu'il y a une émotion qui est liée à ça, j'essaie de travailler sur l'émotion, mais de manière, pas par le mouvement forcément. Parce que on sait le faire, mais je reste bloqué. Moi, je reste quand même bloqué. Même si tu travailles par exemple un autre muscle, un autre pattern. Je sais faire le pattern, sauf le squat. Mais j'y arrive pas simplement. Et donc, j'ai essayé pendant des années, et maintenant, j'ai rattaqué le problème dans l'autre sens, en voyant toutes les émotions qui pouvaient être liées à ça, et en m'attaquant aux émotions.
Et là, ça marche. Il se passe des trucs, hein. Il se passe pas mal de choses. Donc, il y a toujours différentes approches. Il y en a avec ces différents types de yoga qui. Je me demande s'il n'y a pas le Kundalini qui est dedans, justement, où ils travaillent juste sur la respiration et sur certaines connexions. Mais il y a des mouvements dans ces types de yoga-là, mais ils savent le faire aussi sans. Ouais. Voilà. Et donc, c'est d'autres approches, et j'essaie un peu plus ça. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça marche mieux pour le moment. Parfait. Et ça, c'est la question. Mais concrètement, si quelqu'un a des douleurs de dos maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais de faire et dans quel ordre? Ou ailleurs, hein, ça peut être le genou. Mais déjà, moi j'irais vers le plus facile pour déjà commencer à retirer on va dire des choses dans l'équation. Je regarderai le patron de mouvement et la tension musculaire. Ok, est-ce qu'on voit que le mouvement n'est pas bien fait, mal effectué? Je vois que voilà, c'est complètement une flexion, extension de lombaire, etc. On pourrait travailler là. Si on voit que celui-là, c'est bon, on regarderait est-ce que tu sens tes fesses, est-ce que tu sens tes ischios, est-ce que tu sens tes obliques, etc. On regarderait plus vers la tension. C'est un peu plus difficile à retrouver, on va dire. Et après, si vraiment les deux là sont bien, mais ils continuent à avoir mal au dos, là, c'est possible que j'irai chercher plus dans l'émotionnel. Parce que comme ça, je retire. Parce que si je me concentre directement sur l'émotionnel, que je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et ça va prendre beaucoup plus de temps, mais au final, c'est possible que c'était plus un patron de mouvement qui était mal effectué. Et je pense que moi, je le ferais comme ça. Je ne sais pas vous. Mais justement, parce qu'on va voir le cas bientôt, on va voir une ou deux personnes qui ont Avoir mal ces au dos choses-là. bientôt. Oui, non, qui ont déjà, mais il y en a une qu'on va tester justement. Ouais. Ah oui. Et, mais il y a l'approche aussi réflexe archaïque qui devrait être intégrée dans cette analyse. Ouais. Bah merci, parce que j'allais en parler. En fait, moi, c'est marrant, je vais dans le sens contraire. Je vais d'abord gérer l'émotionnel. Alors évidemment, ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je suis dans le cours de CrossFit, je commence par le structurel. Oui. Okay. Moi, je pensais complètement à un cours de CrossFit. Ouais. Mais c'est pour ça que je le dis, je contextualise, parce que on se connaît. On commence à bien se connaître entre nous. Donc, moi, je suis plutôt dans l'émotionnel. Donc, la question que je pose beaucoup, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Et en général, on dit rien. Je dis, t'es sûr? Et en général, on me dit ce qui ne va pas. Donc, les gens savent, tu sais. Quand il y a une shit, tu le sais. Tu ne veux peut-être pas en parler, mais tu le sais. Donc, moi, je vais commencer souvent par ça, par l'émotionnel. Si vous n'avez pas envie de voir un professionnel de santé mentale, il n'y a pas de problème, mais ne restez pas seul. Ça, c'est vraiment important, ne vivez pas ça seul. Donc, il faut en parler. Ses amis, sa famille, des personnes de confiance, des personnes qui ne vont pas rigoler pour dire, voilà, il y a le fameux truc. Et juger, oui, parce que se moquer, il y a le fameux, t'as mal au genou, ouais, mais c'est le jeu et le nous. Il y a cette fameuse phrase qui fait beaucoup rire, et c'est pas que j'y crois, mais encore une fois, ne vous isolez pas. Ça, c'est important. Par rapport au réflexe archaïque, effectivement, je vois beaucoup de gens qui ont des difficultés émotionnelles et notamment de connexion, qui, quand on va y chercher les tests sur tout ce qui est schéma, pattern, etc., des réflexes archaïques, donc de développement moteur du nouveau-né, donc on est quand même sur quelque chose qui est la base des bases. Il y a des pleurs, il y a des émotions, il y a du mal-être qui revient, parce qu'en fait, c'est des trucs, ça a été caché, quoi. C'est vraiment, moi par exemple, j'ai eu des grosses difficultés d'apprentissage qui se sont débloquées vers mes 15-16 ans, où là j'ai explosé d'un point de vue apprentissage. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, jusqu'au réflexe archaïque, où j'ai compris qu'en fait le fait de commencer la boxe anglaise, ça a travaillé un schéma moteur qui a travaillé un réflexe lié à l'apprentissage. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que si vous avez des douleurs de dos, ça peut être tout à fait connecté à un réflexe archaïque. Et là, je vous le donne, c'est pour moi le réflexe du nombril, le moro aussi, qui est un réflexe vraiment d'extension comme ça, et puis on vient revenir. Donc là, c'est plutôt vis-à-vis des autres, mais le nombril, c'est plutôt de nous. Bah, si vous n'êtes déjà pas connecté à vos branches à vous, ça va être compliqué. Mais souvent, je réitère, la personne qui a du mal à être connectée à ses branches à lui ou à elle, bah en fait, elle n'est pas connectée aux émotions, elle ne ressent pas le musculaire. Et des fois, rien que le fait de toucher un nombril, j'ai des gens qui craquent, quoi. Mais vraiment. Donc, et je dis toucher un nombril, je ne mets pas un coup de poing, hein. C'est vraiment, tu sens quelque chose là, et non, et puis ça lâche. Donc, faites attention quand même à vous là-dessus. Entourez-vous de quelqu'un de bienveillant, entourez-vous de personnes compétentes aussi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont compétents et pas bienveillants. Il y a des gens bienveillants qui ne sont pas compétents. Donc, essayez d'avoir les deux. Ce serait bien. Pour pouvoir justement aller chercher ça. Et ça passe par la confiance, quoi. Donc, même si ce n'est pas à fond, si vous décidez d'aller chercher là-dessus,
faites-le avec les bonnes personnes. Et si vous n'êtes pas sûr, bah, voilà, juste cherchez, continuez et on peut échanger là-dessus parce que moi, je suis pas mal formé au niveau des réflexes archaïques. C'est plutôt une de mes spécialités aussi, même si je le mets moins en avant. Et puis, bon, il y a l'humain et là, c'est tous les trois, quoi. On est à fond là-dedans. Donc, n'hésitez pas. L'émotionnel, c'est tricky. Et le pire que vous puissiez faire, c'est ouvrir une porte et de ne pas apprendre à la refermer. C'est une boîte de Pandore, hein, ça. La boîte de Pandore, l'ouvrir, c'est déjà chaud, mais la laisser ouverte, c'est pas possible. Il faut apprendre à la refermer. Ok. Donc, bien penser effectivement qu'on peut aller chercher un structurel, le comprendre, le pattern, le corriger relativement vite, mais l'émotionnel, ça demande un investissement tout autre. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je commence par ça, parce que je veux savoir à quel point je vais pouvoir plonger profondément avec les personnes dans l'accompagnement. Ouais. Et je ne juge pas la profondeur de la plongée, mais par contre, si tu me dis 1 km, je vais au kilomètre, quoi. Si tu me dis 100 mètres, c'est 100 mètres, c'est OK. Mais moi, ça me donne déjà un truc de OK, à quel point on va aller dans la, moi j'appelle ça la shit zone, à quel point on va aller dans la shit zone ensemble, quoi. Excellent. Quelque chose d'autre à rajouter, vu qu'on est juste à la fin et tu veux rajouter? Non, mais j'avais des idées, enfin c'est pas pertinent, mais spécialement, mais quand là en PT, par exemple, enfin ceux que j'ai en PT, quand tu le vois directement, il y en a qui sont anxieux, qui appréhendent toute la journée, et je passe l'exercice, je ne vais pas perdre mon temps à faire des deadlifts ou autre chose, parce que ça part d'office sur le dos. Et donc là, je vais plus dans l'activation d'autres choses qui aura une plus-value sur les autres jours, parce que je sais qu'ils ont le pattern quand même. Mais donc, de nouveau, c'est une sélection d'exercices en fonction du moment et de la connexion qu'il peut y avoir. Ouais. Il n'y a pas d'absolu, il ne faut pas faire un deadlift toutes les semaines, il ne faut pas faire tous les trucs pour pouvoir progresser. Après, c'est pas, je pense à quelqu'un, je ne sais pas si c'est lui, mais il ne cherche pas la performance du tout. Il vient chercher complètement faire du sport. Il veut évoluer, il y a certains objectifs bien précis. Mais s'il n'évolue pas dans le deadlift, il s'en fout. Sa vie ne va pas changer. En fait, la priorité, c'est de ne pas se blesser, puis être en meilleure forme. Et il aime, enfin pas rouler des mécaniques, mais il aime bien évoluer clairement. Et donc, il a fixé ses petits objectifs. Ouais, parfait. Excellent. Encore un autre truc? Je me retiens. On le retient. Sinon, il parle tout le temps. Non, mais c'est une super question parce que moi, les gens qui viennent me trouver, c'est plutôt des gens qui sont liés dans des changements de vie, etc. Okay. Donc, en fait, moi, j'utilise le mouvement pour aider les gens à changer de vie. Ouais. Et pas forcément le contraire, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que vous venez nous trouver? Parce qu'on a chacun nos spécialités. Et effectivement, Seb, c'est la question que j'avais posée, c'est pourquoi est-ce que tu peux passer à côté du deadlift? Parce qu'en fait, le deadlift, on s'en fout. C'est ce que cette personne veut, c'est-à-dire se sentir mieux, se sentir plus fort. Et il y a 1000 façons de faire ça autrement. Mais il peut très bien... quelqu'un qui fait des deadlifts toutes les semaines, s'il est bloqué, justement, qu'il y ait des tensions, que ce soit de l'anxiété, le stress ou autre, il ne va pas du tout évoluer et il va se bloquer le dos toutes les semaines. Alors que s'il est dans un bon état d'esprit, justement, qu'il a réussi à gérer ça parce que c'était une situation temporaire, là, il va commencer à évoluer. Là, il est en train de voler dans un, mais l'autre, il est en mode stand-by. Il sait aussi que ça va se régler. Clairement, après, le pattern est en stand-by. Donc, ça ne sert à rien de le travailler. Mais il y a moyen quand même d'évoluer. Totalement. Dans ce pattern en travaillant différemment. Dernière question, si c'est OK pour vous. Pour ceux qui ont ce genre de problématique, qu'est-ce que tu conseillerais comme cours ici à Astérion pour pouvoir justement travailler et peut-être lancer un petit peu, tu sais, mettre le premier pas là-dessus. Évidemment, le mieux, c'est le personal training, etc. Ouais. Bon, c'est logique parce qu'un problème n'est pas l'autre. Mais qu'est-ce que tu conseillerais comme première approche à Astérion pour ceux qui ont ces problématiques-là? Je pense que je dis toujours la même chose, mais FVB. En fait, j'ai des commissions à FVB. Chaque personne qui vient à mon cours, non, blague à part. Les FVB, le truc est cool, c'est que déjà, il y a moins d'intensité. On prend du temps. Et il y a beaucoup de discussions, en fait on discute beaucoup parce qu'il y a des temps de repos, etc. Alors là on peut aussi voir un petit peu plus profond pourquoi on a mal, etc. On prend vraiment soin des 2 premiers piliers, on va dire, c'est le bon pattern et bon tension et engagement musculaire. Alors là c'est un très bon moment. Je réfléchis à d'autres cours, je ne sais pas si toi tu as un autre... Mais moi j'ai l'opposé, c'est l'haltéro. Ouais. Ah ouais. Je suggère le moins pour ça. Après, l'idée, c'est déjà dans l'échauffement de créer le schéma opposé pour pouvoir un petit peu sécuriser le tout. Mais tu conseilles le moins l'haltéro, c'est ça? Oui. Ouais. Mais après, justement, je fais un échauffement spécifique pour aller chercher pour créer de la stabilité, créer de l'engagement, pour minimiser les blessures
et être dans une autre approche. Donc c'est un peu la balance, mais sinon c'est clairement le CrossFit n'est pas l'haltéro de manière générale. Quand je vois même des haltérophiles pro, parce que j'en ai montré un la semaine dernière, un des membres qui était en train de faire le cours d'haltéro, il y a rien qui fonctionne et ça se voit, et qui ont des niveaux et niveau international, hein. Donc tout qui tourne quand un mec C'est la même capacité à compenser. Ouais. Cherche un autre truc. Mais voilà, mais là il est dans la performance, il est dans son sport, mais il y a un travail c'est le sommet de la pyramide, c'est son truc, mais à lui à aller chercher tout le reste pour s'équilibrer. Ouais. Donc comme on discute du football, n'importe quoi où il y a toutes les pubalgies, tout ça, c'est souvent lié à certaines choses. Mais il y a tout un travail de fond à faire, et là il faut se mettre en face et le faire, c'est tout. Et pour revenir à la question, il y avait les cours spécifiques comme VB, qui est très intéressant pour ça, je trouve. Mais il y a aussi le fait dans le WOD, je pense que là, on est tous les coachs dans cette approche aussi de vraiment, si on voit que tu as mal, ça ne sert à rien de continuer à foncer contre le mur. Non. On se pose des questions, on challenge aussi les questions. Ok, t'as mal, mais t'as mal quand tu fais ça, quand tu fais l'autre, on cherche des réponses en fait. Et de là, on commence à mettre des plans en place. Par exemple, ok, mais fais aujourd'hui avec le sandbag, on dit mais deadlift. Ok, ou pourquoi pas aujourd'hui, ne cherche pas le 80% qu'on te dit. Pourquoi tu n'essayes pas un petit peu moins et tu essayes d'aller chercher les fesses, etc. Et tu essaies de vraiment avoir cette approche-là. Et c'est possible qu'aujourd'hui, tu n'auras pas la même intensité que d'habitude, tu n'auras pas exactement les stimuli qu'on cherche dans le WOD, mais c'est parce qu'on est dans un côté plus de recherche, on est dans un côté plus de voir si on arrive à créer cette tension, etc. Et on n'est pas obligé à seulement venir au cours pour créer cette tension musculaire. Ouais, le seul truc, c'est pas de douleur, parce que je dis toujours, on est tous d'accord là-dessus, et c'est comme ça qu'on forme tous les trois aussi. Un corps en douleur, c'est un corps sur la défensive. Un corps sur la défensive, tu ne peux pas travailler avec. Et ça, c'est pas possible. Non. Donc, ne soyez pas résilient, soyez plus fort. Pas pareil. Ouais, totalement. Excellent, je pense que ça peut aider. Si jamais vous êtes dans le cas d'avoir mal, une douleur qui ne part pas, etc., n'hésitez pas aux commentaires ou un petit message en privé, ou si vous êtes membre, vous venez ici, vous discutez avec nous comme vous faites déjà, et on essaiera de trouver une petite solution, on essaiera de mettre en place des choses, etc. Ça ne se change pas en une semaine. Donc c'est un truc, même si on développe quelque chose et qu'il y a une petite séance de 1 heure avec nous ou autre, il y aura un travail de fond à faire et ça peut prendre plusieurs mois parfois. Ouais, c'est sûr. Et surtout, il faudra changer des choses. La personne qui vous vend la pilule magique, comme quoi une petite piqûre, ça va mieux, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas jusqu'au bout. Sinon, donc, il y a voilà, parce que ça marche aussi, ça. Je veux dire, bref, l'idée d'aller chercher un pansement sur un plaie ouverte, même si le pansement t'empêche de ressentir, il y a quand même une problématique. Nous, effectivement, c'est important ce que tu dis, Seb, c'est qu'on fait un travail de fond, on fait un travail de qualité et surtout, on vous fait passer acteur de votre santé. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir un médecin, de ne rien comprendre à mon état de santé et que le mec me dit tu prends le cachet et tout va mieux. Non. À quoi sert ce cachet? Pourquoi est-ce que ce cachet m'aide? Pourquoi est-ce que je dois prendre un cachet? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de gérer le truc? Parce que je veux être acteur de ma vie. Je ne veux pas être spectateur. Après, c'est un point de vue. Vous n'êtes pas d'accord? Tant mieux, tant pis. Ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, si vous voulez vraiment travailler sur le sujet qu'on vient d'aborder là, bah, vous avez 3 gaillards qui sont prêts à y aller. Donc, n'hésitez pas. Excellent, mais merci les gars, très intéressant. J'espère que pour vous ça a été intéressant. Et comme je dis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et nous mettre un petit message privé, etc. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on parle, etc. On est bon les gars? Excellent. Ciao. Ciao. Ciao.